De nombreux pays souhaitent rejoindre les BRICS, qui est actuellement le groupe le plus populaire. Tout récemment, nous avons appris que la Malaisie a officiellement postulé. Mais comment devient-on exactement membre des BRICS? Il existe de nombreux types d'organisations internationales ou intergouvernementales. Certaines sont très formalisées, comme l'ONU, l'UE ou l'OTAN, qui ont un ou plusieurs traités internationaux comme fondement. Pour l'ONU, c'est la Charte des Nations Unies. Pour l'UPLA, c'est le traité de Lisbonne. Pour l'OTAN, c'est le traité de l'Atlantique Nord de 1949. Ces organisations ont également des structures permanentes. Par exemple, l'ONU a l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. L'UE a le Conseil européen, la Commission et le Parlement comme organes centraux. L'OTAN a le Conseil de l'Atlantique Nord ainsi qu'un secrétariat dans son siège à Bruxelles. Tous ces organes ont des rôles spécifiques et exercent certains pouvoirs au sein de l'organisation. D'autre part, il existe des organisations beaucoup moins formalisées. Un bon exemple est le G7, qui n'a ni traité international ni structure permanente. Le G7 est simplement un groupe de pays qui se réunit régulièrement au niveau des sommets, où les chefs d'État se rencontrent. Ils peuvent également se réunir au niveau ministériel ou même à des niveaux inférieurs pour coordonner les politiques et aborder des questions communes. Cependant, ils le font sans traité juridiquement contraignant, nécessitant la ratification par leur Parlement et sans structure permanente ni siège. BRICS, jusqu'à présent, est le même type d'organisation internationale, très informelle. Il n'y a pas de traité BRICS, du moins pas encore, et il est peu probable que le bloc en crée un, car il ne prévoit pas de devenir un contrepoids à l'OTAN ou à l'UMIM. Il n'y a pas non plus de siège ou de secrétariat. La responsabilité de maintenir la cohésion repose sur tous les États membres, en particulier sur celui qui détient la présidence, qui tourne chaque année entre eux. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de règles. Habituellement, ce qui se passe dans ces organisations, c'est qu'elles commencent à créer des documents qu'elles font circuler, en comptant sur l'accord de tous les membres. C'est pourquoi les BRICS, comme le G7, fonctionnent sur le principe de l'unanimité. Tous les États membres doivent être d'accord avec ce qui se passe, ou du moins ne pas s'y opposer. Sinon, ils ne participeront tout simplement pas aux discussions. Cela est particulièrement crucial en ce qui concerne l'adhésion. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu un moment où le G7 est devenu le G8 lorsqu'ils ont inclus la Russie. Cependant, après les événements en Crimée en 2014, la Russie a été exclue simplement en n'étant plus invitée. Les organisations internationales informelles fonctionnent davantage comme une bande d'école plutôt qu'un club scolaire. Cependant, lorsque ces cliques réussissent à progresser, il y a souvent besoin d'une certaine formalisation. L'idée des BRICS a en fait été introduite au monde non pas par l'un des membres actuels, mais par Jim O'Neill. En 2001, O'Neill, alors président de Goldman Sachs, a soutenu dans un article que la croissance du PIB des 4 États BRICS d'origine, Brésil, Russie, Inde et Chine, dépassait celle du G7. Il a suggéré que les pays BRICS étaient une force à surveiller dans un avenir proche. Les 4 États ont adopté cette idée et se sont officiellement rencontrés pour la première fois lors d'un sommet en 2009 en Russie pour discuter de questions économiques. Les BRICS ont ensuite été élargis pour inclure l'Afrique du Sud. L'année dernière, lors du sommet de Johannesburg, les dirigeants ont adopté un catalogue formel décrivant comment d'autres États peuvent rejoindre. Le processus est assez simple. J'ai préparé le document, qui l'explique clairement en quelques pages seulement. Il est intitulé « Expansion de l'adhésion aux BRICS, principes directeurs, normes, critères et procédures ». En passant, il est intéressant de noter combien de documents importants de diplomatie internationale sont créés à l'aide de Microsoft Word.
La mise en page et tout le reste y ressemblent beaucoup. Ce document est devenu une pierre angulaire. C'est juste une remarque en passant, parce que je trouve intéressant que tout le monde, y compris les grandes puissances du monde, utilise encore essentiellement les mêmes outils pour créer des accords. Quoi qu'il en soit, ce que ce document expose, c'est d'abord ce qu'est le BRICS et le but de ce document. Ensuite, de manière intéressante, il aborde les principes directeurs du BRICS. Tout d'abord, il y a quelques points succincts pour affirmer ce que représente le BRICS. J'en ai juste souligné quelques-uns ici pour m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Les BRICS participent à une consultation complète et promeuvent une coopération concrète basée sur le consensus. C'est important. Il doit y avoir un consensus. Cela est bien sûr beaucoup plus facile à réaliser lorsqu'il n'y a que quelques pays. Plus vous avez de pays, plus cela devient difficile. C'est quelque chose qui doit être très clair pour tout le monde dans le groupe. Vous devez être prudent quant à qui vous acceptez comme membre et qui vous n'acceptez pas. La règle du consensus signifie généralement que lorsque les membres individuels ne sont pas d'accord, vous essayez de les amener à un point où ils ne s'opposent plus. Un autre point important est que les BRICS ont une vision de renforcement du multilatéralisme, de réforme du système multilatéral et de respect du droit international. Ce groupe adhère clairement à ces principes, comme nous l'avons vu auparavant. Les BRICS n'ont pas pour objectif de contrer les Nations Unies ou d'établir de nouvelles normes. Ils essayent simplement de conduire le monde vers une configuration plus multilatérale. Ils le font à travers 3 piliers décrits ici. Trois domaines de coopération sont décrits. Le premier domaine est la coopération politique et sécuritaire. Le deuxième est la coopération économique et financière. Le troisième est la coopération culturelle et entre les peuples, ce qui est une configuration classique. Cela implique la politique, l'économie et la culture parmi ces sociétés. C'est assez simple. Une autre partie du document indique clairement que les principes de base guidant les BRICS sont fondés sur la Charte des Nations Unies, considérée comme une pierre angulaire indispensable du multilatéralisme. Les BRICS ne visent pas à travailler contre l'ONU. Au contraire, ils cherchent à collaborer avec elle et à renforcer les idées fondamentales de l'ONU. C'est ce que les 5 États BRIC originaux ont décidé que le groupe devrait se concentrer. Il y a également un rôle plus important pour les pays émergents et en développement vers lequel les BRICS tendent. Cela est clairement destiné à servir de contrepoids au G7, bien que le G7 ne soit pas mentionné ici. Bien sûr que non, on ne mentionne jamais un rival. Cependant, je ne pense pas que les BRICS voient le monde en termes de noir et blanc, ou d'ennemis et d'amis. Mais si vous devez vous positionner sur la scène internationale, vous le feriez en contraste avec le G7, si tant est que vous le fassiez. Cependant, pas en contraste avec l'ONU, et surtout pas contre l'Organisation mondiale du commerce. Dans une autre partie, il est clairement indiqué que les BRICS veulent travailler avec les organisations internationales déjà établies, en particulier celles basées sur des normes internationales bien acceptées. Donc, ils ne brisent pas les normes du tout. Ils sont jusqu'à présent des renforçateurs de normes. Voici la partie intéressante. Les normes et critères pour l'expansion de l'adhésion aux BRICS. C'est un peu drôle, avec une écriture cursive élégante. Je trouve ce document intéressant à cause de sa mise en page. Vous savez, les traités sont généralement très formalisés et suivent toujours un certain jargon standard et certaines règles. Cela montre simplement que les BRICS sont une organisation beaucoup plus créative, flexible et rapide. Elle essaie d'atteindre des objectifs plus rapidement par la coopération dans le même domaine que vous ne pourriez le faire si vous étiez une organisation juridique internationale hautement formalisée.
Un nouvel État membre des BRICS devrait s'aligner sur les principes directeurs que nous venons de discuter. Contribuer alors au renforcement des BRICS. Cela a du sens. Être un pays émergent ou en développement avec une influence régionale et stratégique mondiale. C'est assez important. Cela signifie essentiellement que si un pays déjà développé de l'Occident voulait rejoindre, il y aurait des discussions substantielles sur le fait qu'il remplisse cette exigence. Les BRICS sont toujours conçus comme un club de pays en développement, définissant de nouveaux rôles pour eux-mêmes dans la politique mondiale et l'économie mondiale. Le document indique également que vous devez avoir des relations diplomatiques et amicales avec tous les États membres existants des BRICS. De plus, vous ne devez pas imposer de sanctions aux États membres existants des BRICS, sauf si elles sont autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. So this is quite pretty. It excludes all of the Western. En réalité, cela exclut tous les États occidentaux qui imposent actuellement des sanctions à la Russie. Si un pays de l'Occident collectif rêve un jour de rejoindre les BRICS, il doit lever ces sanctions qui ne sont pas mandatées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cela montre que les BRICS sont clairs sur leur position. S'il y a des sanctions que le Conseil de sécurité juge importantes ou acceptables, comme celles sur la Corée du Nord, alors elles sont permises. Cependant, aucune action unilatérale n'est autorisée, surtout pas contre les membres existants des BRICS. Donc, pas de sanctions contre la Russie si vous voulez rejoindre ce club, et pas de sanctions contre la Chine, l'Afrique du Sud, etc. C'est assez important. Plus il y a d'intérêt pour les BRICS, plus la pression sur les pays pour se détacher des systèmes de sanctions de l'Occident est forte. Très peu de pays du Sud global ont imposé ces sanctions. Singapour en est un exemple. Si Singapour voulait rejoindre les BRICS, elle devrait d'abord lever les sanctions. De plus, elle doit être un État membre des Nations Unies. Les BRICS ne sont pas ouverts aux États non membres, ce qui renforce le pouvoir de l'ONU en faisant de l'adhésion à l'ONU une exigence. Ce n'est pas une évidence, car la Suisse n'a rejoint l'ONU qu'en 2002. Bien que presque tous les pays de la planète en fassent désormais partie, ceux qui ne sont pas nécessairement reconnus rencontrent encore des défis. Mais cela renforce simplement l'ONU en tant qu'organisation centrale pour la résolution des conflits internationaux et les discussions politiques mondiales. Il est nécessaire d'avoir une position économique forte et une influence à la fois régionale et mondiale. Je trouve cela très intéressant, car cela signifie que les petits pays ou ceux souffrant de sanctions occidentales, comme l'Afghanistan actuel, pourraient être exclus de l'adhésion, du moins initialement. Les BRICS se voient comme un club d'États ayant une certaine force dans la politique et l'économie régionale. Ils doivent avoir des relations commerciales substantielles avec les États membres existants des BRICS. They must have substantial trade relations with existing BRICS member states. It's also a clause that just points out that. Si vous êtes extrêmement pauvre et isolé du reste du monde, les BRICS pourraient ne pas être l'endroit idéal pour vous. Cependant, ces points peuvent être abordés par la diplomatie. Les BRICS soutiennent un système commercial multilatéral, ouvert, transparent, inclusif, non discriminatoire et fondé sur des règles, telles qu'incarnées par l'Organisation mondiale du commerce. Bien que le terme « fondé sur des règles » soit souvent utilisé par l'Occident, cette clause vise clairement les États-Unis. Les États-Unis tiennent actuellement l'Organisation mondiale du commerce en otage en n'y nommant pas de juge pour son organe d'appel. Judge to the appeals body of the World Trade Organization, the WTO currently cannot function properly because it is institutional. L'OMC ne peut actuellement pas fonctionner correctement, car elle est institutionnellement bloquée. Les États-Unis ont sapé ce mécanisme de résolution des différends. L'entité même que les États-Unis ont contribué à créer rend maintenant des jugements contre les États-Unis, que ces derniers n'acceptent pas. Ainsi, ils utilisent l'influence procédurale dont ils disposent. L'OMC
est une organisation créée par un traité et elle dispose de procédures qui permettent à certains membres de paralyser essentiellement l'organisation. Cela ne peut pas arriver aux BRICS de la même manière, car ce n'est pas aussi formalisé. Ne pas envoyer de juge à l'organe d'appel de l'OMC est similaire à un filibuster aux États-Unis. Judge to the appellate body of the WTO is a kind of a similar move as a filibuster in the United States. With a filibuster, you can run down the clock on a bill on the floor. Avec un filibuster, vous pouvez retarder un projet de loi à la Chambre et le bloquer efficacement. Vous utilisez une opportunité procédurale pour vous opposer au fond de ce qui est considéré. De même, les États-Unis utilisent des tactiques procédurales pour saper le fond de l'OMC. Les BRICS, en revanche, prônent la transparence, l'inclusivité, la non-discrimination et un système fondé sur des règles, même à travers l'OMC. Cette position représente un défi important pour les États-Unis. Maintenant, je veux aborder la question centrale, qui est de savoir comment fonctionne l'expansion de l'adhésion aux BRICS, comme décrit dans la dernière partie. BRICS membership expansion then works, because that's laid out in the last part. It's basically a four-step process. Number one, c'est essentiellement un processus en 4 étapes. Tout d'abord, il doit y avoir un pays intéressé. Si un pays décide qu'il est intéressé, il est reconnu comme tel. Dans la deuxième étape, ce pays devient un État membre prospectif des BRICS. Ensuite, il passe à la troisième étape en tant qu'État membre invité des BRICS. Enfin, une fois que l'État accepte l'invitation, il devient un État membre à part entière des BRICS. Le document indique également qu'un pays est considéré comme intéressé lorsque son dirigeant ou son ministre des Affaires étrangères communique officiellement son intérêt à devenir un nouvel État membre des BRICS au président des BRICS. Le président des BRICS est le dirigeant du pays qui détient actuellement la présidence, laquelle change chaque année parmi les pays membres. A presidency that changes every year among them, and the current presidency is the chair. Et la présidence actuelle est la présidence. Si le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le président d'un pays, selon le système, dit à la présidence « Écoutez, nous aimerions devenir membres des BRICS », alors la première étape a été accomplie. Vous êtes maintenant considéré comme un pays intéressé et les BRICS en prendront note. Un pays intéressé devient ensuite un État membre potentiel des BRICS lorsque les Sherpas le recommandent positivement pour examen par les ministres des Affaires étrangères des BRICS. Un Sherpa est un terme diplomatique pour désigner quelqu'un nommé pour représenter le président ou le premier ministre des BRICS d'un pays. Les Sherpas sont essentiellement des envoyés directs du Premier ministre ou du Président. From the Prime Minister or so on, and then these Sherpas they meet. So again, because we don't have Donc, encore une fois, comme nous n'avons pas d'organe formel où ces organisations se rencontrent, elles nomment un diplomate qui sort, discute avec tout le monde, puis fait rapport au ministre des Affaires étrangères. Ces diplomates sont les organisateurs. Essentiellement, les Sherpas sont les organisateurs des BRICS au niveau opérationnel, gérant les détails. Ils rapportent ensuite leurs conclusions au ministre des Affaires étrangères et enfin au président, permettant ainsi de prendre des décisions relativement rapidement. Si les Sherpas conviennent qu'un pays est apte à devenir membre, ils le recommanderont au ministre des Affaires étrangères. C'est assez intéressant, car cela donne aux Sherpas, ces diplomates de carrière, beaucoup de pouvoir dans l'organisation des choses, n'est-ce pas? Les Sherpas sont des figures clés à observer, car leurs nominations sont cruciales dans tout ce processus. Les dirigeants des BRICS décideront de l'expansion des membres sur la base d'une consultation complète et d'un consensus. Une fois que les Sherpas recommandent un pays au ministre des Affaires étrangères, celui-ci le recommande ensuite au président ou au premier ministre de chaque État membre. S'ils conviennent tous qu'une invitation à devenir membre doit être étendue, alors cela se fera. Cependant, avec chaque nouveau membre ajouté au groupe, il pourrait devenir plus difficile d'ajouter d'autres membres. C'est un problème classique des organisations internationales.
Cela montre que les BRICS fonctionneront davantage comme l'ASEAN que comme l'Union européenne. Ces organisations ne sont pas du même type, mais elles sont construites sur des principes similaires. Les BRICS sont fondés sur le consensus. Si aucun consensus ne peut être atteint, alors les BRICS ne peuvent pas avancer. C'est un processus assez inclusif. Surtout si l'on considère que des membres des BRICS, comme l'Inde et la Chine, ont encore un différend frontalier. Pourtant, ils parviennent à atteindre un consensus commun sur des questions d'intérêt mutuel. C'est un processus très inclusif. Un État membre potentiel des BRICS devient un État membre invité des BRICS lorsque le président des BRICS annonce le consensus des dirigeants des BRICS sur les pays à inviter en tant que membres à part entière. La dernière étape est lorsque le pays invité accepte l'invitation. Cela se produit lorsque son dirigeant ou son ministre des Affaires étrangères informe officiellement le président des BRICS de leur décision d'accepter l'invitation à devenir membre. Essentiellement, c'est juste un échange de notes. Une lettre est envoyée disant « Vous êtes par la présente invité ». Et ensuite, le pays invité envoie une lettre en retour disant « Nous acceptons par la présente ». C'est un processus très informel. Il n'y a pas de ratification ou de conclusion de traité impliquée. C'est un processus simple. Rejoignez-nous, nommez un Sherpa, et votre Sherpa commence à participer aux réunions préparatoires. Ensuite, vos dirigeants seront invités à rejoindre le club. C'est ainsi que tout ce processus fonctionne, très informel et direct. Cela explique également pourquoi de nombreux pays sont impatients de rencontrer Vladimir Poutine en ce moment. Par exemple, le dirigeant de la Malaisie, Anwar, souhaite rencontrer le président Vladimir Poutine dans les semaines à venir à Vladivostok. Il veut promouvoir la candidature de la Malaisie pour l'adhésion aux BRICS qu'ils ont déjà annoncée. Donc ils sont déjà à la deuxième étape. L'idée est de convaincre Vladimir Poutine de soutenir l'adhésion de la Malaisie aux BRICS. Si tout le monde est d'accord, alors Vladimir Poutine et les Russes peuvent lancer une invitation cette année, tant qu'ils sont à la présidence. Actuellement, beaucoup de gens veulent rencontrer le leader russe parce que la Russie est actuellement le président des BRICS. Cette position change chaque année, mais elle confère un pouvoir informel significatif à la présidence actuelle. Cela met en avant le mécanisme de consensus, car le président ne peut pas prendre de décision sans l'accord de tout le monde. Cependant, être en bon terme avec le président est évidemment bénéfique. C'est plus ou moins le processus en 4 étapes pour rejoindre les BRICS. C'est relativement facile et simple. J'espère que vous avez trouvé cela utile et je vous dis à la prochaine fois.